Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Bon, je vous prépare. J'ai eu un coup de cœur absolument énorme pour le livre La mère patrie de Maxime Blanchard. Donc, j'étais en train de lire le livre. Je me disais, c'est donc ben bon, c'est donc ben bon, c'est donc ben bon. Et là, j'apprends que le livre a été refusé d'abord par un premier éditeur qui trouvait que c'était trop anti-woke. Je suis partie à rire en me disant, mais là, moi, j'aime ça quand c'est anti-woke. Et après, j'ai appris qu'il avait été refusé par un autre éditeur qui, lui, trouvait que c'était trop indépendantiste. Fait que je me suis dit, ben oui, c'est pour ça qu'on aime ça. Un livre anti-woke, indépendantiste. Bonjour, Maxime Blanchard. Bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, le livre ça a été très dur à publier. Et vous savez, moi, j'avais publié un livre avant qui s'appelait « Le Québec n'existe pas », qui a eu quand même un certain succès. Alors moi, je m'étais dit, bon, ça va bien se passer pour le deuxième, mais ça a été très difficile. Et bon, j'en ai parlé sur Facebook, puis j'en parle un peu dans le livre aussi de la difficulté de publier, parce que je veux vraiment qu'on comprenne que c'est pas si facile que ça au Québec d'être publié, que ces milieux-là, les milieux culturels qui se disent très, très ouverts et très inclusifs, en fait, sont très occupés à censurer et à intriguer. Bon, déjà, vous venez juste de dire une phrase, puis déjà, je vous adore. Et je reconnais tout à fait votre alter ego qui est dans le livre, qui s'appelle Jérôme, qui est comme vous, comme par hasard, professeur de littérature et de langue française à l'université à New York. Il y a beaucoup de sujets. Alors, si vous voulez, on va les prendre un par un. Alors, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai entourées dans votre livre. À un moment donné, vous parlez de l'hypocrisie d'une certaine partie de la population québécoise. Ils disent... Et vous dites, les mêmes personnes qui veulent débaptiser la station Lionel-Groulx, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça a été discuté. Donc, les mêmes qui veulent débaptiser la station Lionel-Groulx se taisent quand des djihadistes assassinent des dessinateurs. Vous faites référence évidemment à Charlie Hebdo. Oui, c'est ça. Et vous dites, ceux qui ont défilé pour George Floyd et Joyce Echaquan sont-ils sortis dans la rue pour Samuel Paty? Ce à quoi vous faites référence, c'est une espèce d'hypocrisie qu'il y a au Québec, où on est toujours prêt à défendre des belles causes de décolonisation, mais qu'on n'est pas capable de nommer le mal quand ce mal porte le nom de certaines religions ou de certaines idéologies. Il y a une grande hypocrisie au Québec. Oui, alors on parle souvent de géométrie variable. Alors il y a des milieux comme ça et les géométries variables. Et bon, évidemment, là dans ce livre, je m'attaque à un milieu, un milieu culturel qui est petit, il n'y a pas énormément de gens. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne participent pas ou qui sont pas d'accord avec ce que ce milieu-là fait. Mais ce milieu-là est très bruyant. Puissant. Il prend beaucoup de place dans les médias ou en tout cas dans certains médias. Alors c'est ce que j'ai voulu faire. Ça, là, ce que vous citez, c'est la première vignette ou chapitre, si vous voulez. Ouais. Et je voulais vraiment... ce qu'il faudrait raconter, c'est que dans ce premier chapitre, je raconte comment j'ai vécu le référendum de 95. Et ça a été un déclencheur. Mais en fait, j'avais dit que je vous le dirais pas, mais là, je vais vous le dire. J'ai écouté votre émission il y a quelques années. Vous aviez invité un jeune homme qui s'appelle Philippe Lorange, qui avait écrit cette lettre contre ce passage que je cite dans le premier chapitre, où là, on dit le Québec n'a pas de légitimité parce que le Québec est colonisateur, etc., etc. Et j'avais lu cette lettre à laquelle Philippe Lorange et ses camarades ont répondu. Puis je me suis dit, c'est quand même, comment dire, il y a quand même quelque chose de... C'est très agaçant, ce genre de propos, parce qu'il y a le jargon, mais là, ça m'a rappelé un peu comment j'avais vécu le référendum. Alors moi, j'étais aux États-Unis quand le référendum est en 95. J'étais une jeune personne. Quand on se les fait voler, Oui, quand on se les fait voler. Et je me rappelle que personne ne m'a manifesté de sympathie, alors que j'étais en larmes. J'étais dans une salle avec des Américains et des Canadiens anglais, et j'étais en larmes, et les gens se moquaient de moi. Et là, ce que je dis dans le texte, c'est, alors moi, on n'a pas eu de sympathie pour moi, alors je vois pas pourquoi j'en aurais pour les autres. Bon, évidemment, mon livre est très provoquant et très provocateur. Très provocateur, très polémique, mais il y a une raison pour ça, c'est parce que je suis très en colère contre le Québec. Et là, je pense que mon livre, et ça c'est important de le rappeler, il y a deux sujets. Il y a d'abord la nostalgie. Alors je suis très nostalgique d'une époque que moi j'appelle un âge d'or québécois, qui est l'époque, disons, de 1959 à 1995, donc la mort de Duplessis au référendum de 95, donc un déclencheur, un anéantissement.
Alors, il y a cette nostalgie-là pour cette période d'effervescence culturelle, mais en même temps, il y a une colère contre le provincialisme du Québec. Ah, totalement. Oui. Vous êtes très dur avec la culture québécoise, vous êtes très dur avec notre aplaventrisme. Oui. Et en même temps, vous dites, bon, c'est clair que vous êtes indépendantiste, Oui. je pense que c'est comme on Je le m'en sent cache pas du à tout. chacune des pages, et vous dites à un moment donné, justement, comment se fait-il qu'on on reproche aux indépendantistes de s'obstiner à parler de l'indépendance. Il ne nous viendrait pas à l'idée de dire à des Français, arrêtez de parler de la Deuxième Guerre mondiale, de dire à des Algériens, arrêtez de parler de la guerre d'Algérie. On n'irait pas non plus dire aux Américains, arrêtez de parler de l'assassinat de John F. Kennedy. Ce sont quand même des événements marquants. Et c'est vrai que la défaite de 95, beaucoup d'entre nous l'ont vécu comme une immense blessure dont on a de la difficulté à se remettre. Oui, et d'ailleurs, le début, ce qui a déclenché ce livre, parce que j'avais écrit un autre livre, et quand on a écrit un autre livre, et j'ai commencé à écrire ce livre en 2018, et je savais pas quoi dire exactement, parce que j'avais l'impression d'avoir tout dit dans le premier livre, Le Québec n'existe pas. Et j'ai eu en 2018 une conversation avec ma mère, et là, je fais pas du pathos, là, ouais. Mais j'ai eu une conversation avec ma mère devant la télévision, et ma mère m'a dit je ne connaîtrai pas l'indépendance de mon vivant. Et vous savez, pour un fils indépendantiste, d'entendre ça de sa mère indépendantiste, c'est terrible. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre... Comme un rêve qui se brise. Oui, puis ça aussi, j'avais l'impression que ma mère était dans un moment de désespoir. Bon, ma mère, elle a sa vie, je pense qu'elle est heureuse, elle a une vie confortable et tout ça, mais ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est justement documenter ce désespoir dans lequel on est depuis 25 ans ou 30 ans, et on n'est pas tout le temps dans le désespoir. On a des vies très occupées, on fait tous plein de trucs, on n'est pas toujours désespéré en train de pleurer le passé ou notre défaite. Mais je pense qu'il y a des moments où on sent ça, on sent qu'on est dans ce désespoir. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, cette douleur-là. Puis je me souviens aussi, en même temps, quand ma mère m'a dit ça, il y avait un livre d'Éric Bédard, j'ai oublié le titre là, mais Éric Bédard, l'historien, avait écrit un livre dans lequel il terminait son livre en disant que le matin, il se levait découragé en se disant que l'indépendance n'allait jamais arriver, puis il dit, bon, je continue ma journée. Alors, c'est un peu ça les deux déclencheurs de ce livre. J'ai voulu documenter ce moment où on est dans cette espèce d'abîme de désespoir qui dure pas, là, c'est furtif. Mais pour moi, l'ambition de ce livre, c'est très modeste. C'est juste d'avoir un espèce de témoignage ou de document qui dit, pendant 30 ans, 25 ans, on a été désespérés et je veux que ça arrête. Je sais pas si ça arrête, mais en même temps, moi, je me disais, bon, alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites dans le livre. En même temps, je me disais, bon, peut-être que M. Blanchard, peut-être qu'il a un espoir dans la jeunesse. Et boy, là, je suis tombée à la page 68. Mon Dieu, vous dites, je n'ai aucunement confiance. Votre personnage ne fait pas confiance à la jeunesse née en 97 ou en 2003. Elle n'a pas de vécu qui vaille. Elle a grandi dans une époque insignifiante, dans un Québec insipide, dans un monde sans intérêt. Si vous avez envie de donner aux jeunes le goût de l'indépendance, c'est peut-être pas en leur parlant comme ça que vous allez leur donner le goût. Oui, peut-être. En fait, je m'attake pas tellement... Mais vous allez peut-être les réveiller en leur parlant peut-être les réveiller. Ça. Je sais pas, je pense qu'ils se réveillent en ce moment. Je pense que là, on a des signes que ça change un peu, que l'histoire est... Les 18-34 c'est ça. votent, il y a des intentions de vote pour le PQ. Oui, c'est ça. Ouais. Alors là, je pense que ça change. Alors l'histoire nous surprend. Alors là, je pense qu'il y a 2 ans, on n'aurait pas pensé ça. Ouais. Je pense qu'il y a 2 ans, le livre a été lu autrement. Là, il est peut-être lu... en tout cas. Mais moi, je suis pas contre les jeunes. Puis en plus, dans ce texte, je m'attaque à une certaine jeunesse. Je m'attaque à la jeunesse gauchiste, étudiant. Oui, c'est ça. Le côté insignifiant... Puis le côté woke. Oui, c'est ça. Woke n'est jamais utilisé dans ce livre, mais c'est ça. Alors, il y a ça. Mais moi, ce que je reproche à la jeunesse, je dirais, c'est plus... Je trouve que la jeunesse, elle a comme projet, et je le dis dans le livre, elle a comme projet d'être... son seul projet, c'est d'être jeune. Oui, vous le dites ça à un moment donné. Elle est contre les vieux. Et moi, je trouve que c'est pas... Et là, quand je dis ça aux gens, les gens me disent, oui, mais tu sais, Maxime, les jeunes, ils sont toujours contre les vieux, puis les vieux se trouvent toujours que les jeunes sont pas bien. Pas tant que ça. Et c'est pas vrai, parce que moi, je suis de la génération X, et ma génération ne s'est pas révoltée particulièrement, ne s'est pas révoltée contre les prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on avait des reproches, mais on n'était pas complètement à l'opposé de ceux qui nous précédaient. Puis je pense qu'on avait une certaine gratitude pour ceux qui nous ont précédés. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour pour mes grands-mères, pour mes parents, évidemment. Et oui, alors je suis pas contre toute la jeunesse. Je suis contre une certaine
jeunesse et je suis justement contre cette idée d'être contre les vieux entre guillemets. Mais vous savez, c'est quoi être vieux? Je sais pas, les gens qui ont 50 ans, ils ont un avenir aussi. Alors je dis à ces jeunes-là qui sont très impatients de se débarrasser des vieux, attachez vos tuques parce qu'on en a pour longtemps. Je suis en train de m'étouffer, oui, c'est vraiment pas drôle. Je peux parler à votre place. Je suis vraiment désolée. Non, ça va. Vous faites des rappels historiques. Et je pense que les jeunes, un des problèmes des jeunes, c'est justement de ne pas connaître leur histoire. Et vous parlez du samedi de la matraque. Rappelez-nous ce que c'était. Bon, le samedi de la matraque, c'est un moment, c'est en 1964, c'est à Québec. La reine a visité la ville de Québec et les gens ils voulaient pas la voir, donc ils ont manifesté. Et là, la police s'est habillée, là, évidemment, j'étais pas là, mais la police s'est habillée, puis elle portait des imperméables jaunes, je pense, et on frappait les manifestants. Et donc, c'est terrible. Et ça, Françoise Loranger, qui a écrit une pièce de théâtre, là, Le chemin du roi, elle parle de cette... Et ça a marqué. Et ce qui est étonnant au Québec, c'est que ces événements-là, qui sont terribles, qui sont des traumatismes, sont complètement envoyés sous le tapis. C'est toujours ça qu'on fait au Québec. Il arrive quelque chose. Pauline Marois se fait presque assassiner devant nos yeux, sous le tapis. La crise d'octobre, sous le tapis. Faut toujours... Au Québec, on n'a jamais le droit d'être bouleversé, triste. Il faut toujours passer à autre chose, ne pas lâcher la patate. Et ça, je dis ça dans le livre. Et moi, ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit au deuil, qu'on n'a pas le droit d'être triste. Il faut toujours être de bonne humeur. Et moi, je suis particulièrement de mauvaise humeur. Là, je le comprends bien, mais j'aimerais ça que les autres soient un peu plus de mauvaise humeur, comme moi. Pas toujours dire, oui, il faut continuer, on se retrousse les manches, on continue. Il faudrait peut-être se rappeler un peu de notre passé, de nos événements, de nos traumatismes. On s'intéresse aux traumatismes de tout le monde, de tous les autres, mais les nôtres, ils sont pas légitimes, ils n'ont pas d'importance. Mais non seulement ça, mais on a oublié le samedi de la matraque et la présence de la reine. Puis aujourd'hui, on est fasciné par Meghan Markle, la princesse. Oui, un peu contradictoire. Oui, ben ça, je le montre dans le livre. Oui, il y a ça. Il y a cette... on est fait... Puis on regarde l'émission The Crown, puis Downton Abbey, puis ces trucs-là. On est fasciné par ce genre d'univers, alors que peut-être qu'on devrait justement pas être fasciné. Mais moi, je fais pas la morale à personne. Là, je reproche justement à notre époque de nous faire la morale tout le temps. Alors, je vais pas faire la morale aux gens sur ce qu'ils regardent ou ce qu'ils regardent pas, mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup de mémoire. On se souvient pas beaucoup de nos événements historiques. Vous dites que l'art ne sert à rien. Vous donnez plein d'exemples de films, de livres, de pièces de théâtre, de poésie. Vous parlez de Michel Lalonde, vous parlez des ordres de Michel Brault. Puis vous dites, tout ça, vous parlez de Gaston Miron. Ça revient souvent à Gaston Miron. Vous dites, on a fait L'Homme rapaillé, on a fait les ordres. Ça n'a rien donné parce qu'aujourd'hui, les Québécois ont préféré Jean Chrétien à L'Homme rapaillé. Ouais. Par moments, j'avais le goût de pleurer en lisant votre livre parce que c'est tellement vrai, puis en même temps, c'est tellement triste de se dire, on a tellement des artistes percutants, pertinents, fabuleux, et ils ont essayé de nous brasser la cage, puis c'est comme si on les avait pas entendus. Pourquoi, Monsieur Blanchard? Je sais pas. Moi, je dis ça que l'art ne sert à rien. Je sais pas que l'art, en tout cas, je pense que oui, ça. Oui, je dis que ça. Je dis oui. L'art ne sert à rien. L'art ne sert à rien et ne convainc personne. Et je parle de mon personnage regarde le film Les Ordres et il voit Hélène Loisel dans le film et Amulette Garneau. Il est très ému par cette scène puis il dit ça a convaincu personne. Puis là, il donne plein d'exemples. Écoutez, moi, je pense que je dis ça parce que je pensais... vous savez, il y a au mois de mai, l'année dernière, je suis allé voir le film La maudite galette de Nyarkand. J'ai vu ça dans un cinéma vétuste à New York qui sentait le moisi. Il y avait 7 personnes. C'est un gars très bizarre qui avait organisé ce festival de cinéma québécois. J'avais jamais vu ce film. Et là, j'ai vu ce film qui est éblouissant, qui est un chef-d'œuvre. Et je suis sorti dans la ville de New York. Et là, j'ai New York devant moi, qui est la capitale du monde. Et je viens de voir un chef-d'œuvre québécois. Et là, il y avait cette juxtaposition entre... Je me suis senti fier d'être québécois. Ce qui m'arrive pas souvent. On est quelque chose comme un grand peuple. Oui, c'est ça. On est quelque chose comme un grand peuple. Alors, c'est ça qui est désespérant, c'est qu'on a des œuvres... Je pense que Michel Lalonde
qui a pas juste écrit Speak White, qui a écrit des textes comme Le 15e soleil ou Destination 80, qui sont des chefs-d'œuvre. Michel Lalonde, c'est l'égal de Marcel Proust, qui est le plus grand écrivain de... Et on a des... Alors, drôle parce que pourquoi ces gens-là ne nous convainquent pas? C'est ça, Défense et illustration de la langue québécoise, des poèmes et des essais de Michel Lalonde, publiés en 79. Il n'est plus disponible. Non, il n'est plus disponible. Ça fait 40 ans qu'il n'est pas disponible, peut-être. Alors, oui, l'art ne nous convainc pas, mais en même temps, c'est ça, c'est que on voudrait que ça nous convainque que ça marche pas. Et ce livre, justement, je pense que ce livre n'a pas d'ambition, à part de documenter le désespoir, comme j'ai dit. Il n'a pas d'ambition, mais il est très ambitieux. Il est surtout, Maxime Blanchard, je vais prendre le temps de vous le dire. Ouais. Magnifiquement écrit. Ah, merci. Vraiment, vous avez une plume splendide. C'est plein d'imagination, c'est plein de formules. Regardez là. Je pense que j'ai souligné quasiment à chaque ligne, chaque feuille. Et je suis absolument furieuse parce qu'il y a 2 textes qui ont été publiés dans les journaux, un dans la presse, un dans Le Devoir. J'ai l'impression que les critiques sont passées à côté de votre livre. Et j'espère qu'après notre entrevue aujourd'hui, le public, lui, qui nous écoute, ne passera pas à côté de votre livre parce qu'il est magistralement écrit. Merci beaucoup. J'aurais envie de vous dire, j'ai hâte, quand Mariana Mazza va avoir son émission littéraire à la télévision de Radio-Canada. Oui. De voir quel genre de propos elle aurait à propos de votre livre. Ça vous désespère pas un petit peu? Moi, j'ai rien contre Mariana Mazza, je l'adore et elle le sait. Mais quand on se dit, c'était Radio-Canada, la seule chose qu'ils ont à nous offrir en termes de magazine littéraire, c'est un magazine où une humoriste va aller voir des gens pour leur demander « Est-ce que toi, quand tu lis un livre, est-ce que ça t'aide à t'endormir le soir? » Oui, bon, écoutez, moi, je la connais pas, cette émission-là, je peux pas la commenter, mais ce que je peux dire, c'est que Jacques Lanctot m'a fait l'honneur d'écrire une critique dans le Journal de Montréal qui m'a beaucoup fait plaisir. Mon dernier livre, on en a beaucoup parlé. Ce livre, ça fait une semaine qu'il est sorti. J'espère que les gens liront. C'est les lecteurs qui comptent, c'est pas les critiques. Et j'espère que les gens le liront et j'espère qu'ils seront émus par ce livre-là. Extrêmement bien écrit. La mère patrie de Maxime Blanchard chez VLB Éditeur. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.